Bonsoir tout le monde, je suis Asma Amdouni, votre médecin généraliste marocaine à Pojto. Alors, ce soir nous allons traiter un sujet très important pour la santé, psychique, mentale, physique, tout type de confondu. Il s'agit de la gentillesse. Alors, comment se servir de sa gentillesse sans s'exposer au risque d'être manipulé ou au risque d'être victime de profiteurs qui n'apprécient pas la gentillesse et qui considèrent les gens gentils comme étant des gens stupides, idiots ou moins intelligents pour ne pas toucher des gens. Okay. Alors, la gentillesse. Bon, la gentillesse pour moi c'est quelque chose de très positif, c'est important, c'est une qualité, ça fait partie des qualités. C'est quelque chose de merveilleux. Si tu es gentil, cela veut dire que tu n'es pas n'importe qui, ok? Tu es spécial, tu es magnifique. Mais dans ma pratique professionnelle quotidienne, je vois beaucoup de victimes de gentillesse, d'accord? Donc ce sont les gentils qui tombent malades, malheureusement. Pourquoi? Parce que durant leur processus d'éducation et de formation et d'apprentissage, de scolarisation, ils ont appris à être gentils, point. Ils n'ont pas appris à se protéger ou à se préparer des effets, c'est comme les médicaments. La gentillesse, c'est comme un médicament, comme la paracétamol, comme Doliprane. C'est bon, c'est important, antipyrétique, antalgique, tout ce que vous voulez. Ça peut résoudre beaucoup de problèmes, mais comme tout type de médicament, il a quand même des effets secondaires. Il y a des gens qui ont, par exemple, s'ils donnent de l'aspirine à quelqu'un, l'aspirine, oui, elle a des effets très importants et très bénéfiques pour la santé. Ça peut sauver des vies carrément, mais il y a des gens qui sont allergiques à l'aspirine. La pénicilline également. C'est merveilleux, la découverte de la pénicilline vraiment a pu sauver des pays, voire des continents de plusieurs endémies, ou pandémies carrément. Ça a mis fin à plusieurs infections très dangereuses et très sérieuses, mais il y a des gens qui sont allergiques à la pénicilline. Il y a des effets secondaires de la pénicilline qui peuvent être remarqués à des niveaux très différents d'un individu à l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire de tout ça? Ce qu'on peut déduire, c'est que tout ce qui est bon a un côté mauvais. Tout ce qui peut me servir peut très bien nuire à moi. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de doser. C'est bien d'apprendre à doser. Doser sa gentillesse, c'est quoi? C'est-à-dire que si tu es gentil à 200%, tu ne dois pas montrer cette gentillesse à 100% des gens que tu vas rencontrer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Est-ce que vous avez une remarque? Est-ce que vous avez quelque chose? Vous avez une aventure, une mésaventure que vous avez vécue avec votre gentillesse excessive, mal dosée ou non dosée? Ben, si vous n'avez pas de réponse, au moins dites-moi, est-ce que le live marche bien? Est-ce que le live marche bien, s'il vous plaît? Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Bien, merci, c'est bien. Alors, doser sa gentillesse. Premièrement, pour doser sa gentillesse, vous devez être gentil. Vous devez être gentil. Parce que si déjà vous n'êtes pas gentil, je pense que ce ne serait pas intéressant de rester ici avec nous. Sauf si vous voulez manipuler les gens gentils. Alors, les manipulateurs se croient gentils, ils ne sont pas gentils. Les manipulateurs sont malins. Les manipulateurs, ils sont là pour manipuler. Donc, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Ok? Quand tu veux manipuler quelqu'un qui est gentil,
Alors pourquoi tu as voulu le manipuler? Pour profiter de lui. Très bien. Ok, tu as profité de quelqu'un de, de gentil. Et finalement, un jour, il a remarqué que vous êtes un profiteur, que vous êtes un menteur. Il a tout découvert. Donc, à ce moment-là, comment est-ce que vous allez vous sentir? Est-ce que vous allez vous sentir bien? Non. Bon, la satisfaction est là, bien sûr, parce que vous allez croire que vous êtes le meilleur, que vous êtes le plus intelligent, que vous avez pu gagner la bataille. Mais est-ce que c'est du bonheur? Non, c'est pas du bonheur. Donc cela rassure les gentils, les naïfs. Comment ça? Parce que si je veux traiter une victime de trahison, une victime de mensonge, une victime d'un profiteur, il faut que cette victime comprenne qu'elle n'est pas stupide, qu'elle n'est pas idiote. Et que, bonsoir, il faut savoir que tu n'es pas victime, tu n'es pas stupide. Ça, c'est la première étape que je pense très importante. Pourquoi? Parce que tant que tu vas continuer à te reprocher et à te croire idiot et à te culpabiliser, je pense que tu ne pourras jamais guérir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Bonsoir, c'est dit. Bonsoir tout le monde. Il y a un petit détail très important dans le traitement de la dépression, de la dépendance, pour aider les alcooliques, aider les tabagiques. Ce que j'ai remarqué, ce que j'ai retrouvé chez tous les patients tabagiques, alcooliques, diabétiques, hypertendus, c'est que, je parle des gens gentils, ils se culpabilisent et des fois, ils décident de switcher ou de se transformer d'une façon importante, c'est-à-dire 180 degrés, et ils disent, docteur, j'ai décidé de devenir méchant. Je ne veux plus être gentil. Alors là, c'est pas intelligent de décider de ne plus être gentil. Pourquoi tu as pris cette décision? C'est parce que tu veux te protéger. Très bien. Jusque-là, on est d'accord. Tu as quelque chose de très positif. Cela t'a fait souffrir. Ok. Qu'est-ce qui est mauvais? Est-ce que c'est la gentillesse qui est coupable de ça? Pourquoi tu accuses la gentillesse? La gentillesse est très innocente, bien loin d'être la cause de la trahison. Ce n'est pas la gentillesse qui t'a rendu idiot, parce que toi, tu n'as jamais été idiot. Ok? Mais qu'est-ce qui t'a fait souffrir? Beaucoup de choses. Alors, ces choses doivent être identifiées, mises en évidence, objectivées uniquement par le médecin psychiatre. C'est pas mon rôle, parce que moi, je ne suis pas psychiatre. Ok? Mais moi, je suis là pour t'inviter à profiter de ton psychiatre. Il y a des psychiatres qui existent partout dans le monde, dans un seul boulevard, par exemple à Casablanca, à Rabat, à Marrakech. Dans un seul boulevard, tu as plusieurs personnes qui sont bien formées, très bien spécialisées. Ils sont capables de t'aider à découvrir combien tu n'es pas idiot. Ok? C'est important de comprendre ce que je dis. Bonjour Charlotte, bonjour, bonsoir tout le monde. Alors, pourquoi c'est important de mettre fin à ce raisonnement? Parce que quand on cherche la cause de la douleur, la cause de la souffrance, il y a la douleur, il y a la souffrance. Deux personnes traumatisées, deux personnes qui ont été trahies, il y a une qui va souffrir, l'autre qui ne va pas souffrir. Par exemple, moi, je ne souffre pas actuellement quand je suis trahie. Ok? Pourquoi je ne souffre pas? Parce que personne ne m'a trahi. J'ai uniquement été naïve, c'est-à-dire, entre parenthèses, ignorante dans un sens ou ignorante dans un domaine. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je pars chez le psychiatre pour lui dire, s'il vous plaît, aidez-moi à bien connaître le problème, aidez-moi à bien connaître la faille, aidez-moi à bien connaître la fuite et aidez-moi à renforcer cette faiblesse. Point, à la ligne. Vous voyez? Bonsoir tout le monde. D'accord? Déjà, cette façon de procéder est très très positive et ça nous permet de ne plus souffrir et puis de ne plus donner de l'importance aux ennemis. Moi, je n'ai pas d'ennemis. Il y a des gens qui me prennent pour ennemi, mais moi, je ne me casse pas la tête avec eux. Parce que ma vie est plus précieuse que pour la gaspiller. Je suis en train de tricoter maintenant et en même temps, je suis en train de vous parler parce que je vous aime, j'aime ce que je fais et j'écoute de la musique dans un jardin où il y a des enfants qui jouent. Il fait très 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 beau. La lune est juste magnifique. Il y a des décors en bois, de la verdure partout.
l'éclairage partout. Vous voyez? Où ça? Au sud du Maroc, en Afrique, à Bouche-d'Or. Merci docteur pour tout. Je vous en prie, c'est gentil. D'accord? Et j'ai pu créer une communauté qui m'aime, qui m'apprécie, que j'aime, que je respecte, et c'est mutuel, c'est réciproque. Vous voyez? Donc moi, je fais un effort pour avoir des abonnés comme vous, la crème de la société. Et je fais un effort encore pour essayer d'être à la hauteur. Et en même temps, je tire profit de vous. Je profite de vous. Attention, faites très attention. Parce que je fais une recherche, je découvre. Et puis vous m'aidez parce que vous êtes très spontané. Donc ça, c'est une façon de voir les choses. Et c'est une façon de gérer les émotions. Et c'est une façon de procéder. C'est une façon d'amortir le choc. C'est une façon de voir les choses autrement. Je peux mourir demain, peu m'importe. Je vis ce soir et demain, c'est un autre jour. Ce n'est même pas venu. Ok? Écoutez la musique, écoutez. Oh, c'est Soul qui. Alors, restons dans notre sujet qui est la gentillesse. Qu'est-ce qui fait mal? Il y a beaucoup de choses qui font mal. Il y a une façon de réfléchir, une façon de raisonner qui fait mal, qui torture, qui tue, qui te pousse à la dépression. Est-ce que voulez-vous que je partage avec vous certains exemples d'idées, de pensées, de modes de réflexion qui peuvent torturer les gens? Moi aussi, je profite, je rajeunis mes idées. Ah, d'accord. Bien sûr, très bien. Alors, les choses qui tuent, les choses que tu dois, je ne vais pas te dire tu dois éviter, non, il ne faut rien éviter, il ne faut jamais changer, il faut faire tout ce que tu veux. Si tu es arrivé au stade, par exemple, si tu es arrivé au stade de répondre par le silence, tu peux répondre par le silence. Mais si tu n'es pas encore arrivé à ce stade, tu ne dois pas le faire. Pourquoi? Parce que répondre par le silence et faire semblant que tu as de la confiance en soi et travailler d'une façon superficielle, ça te pousse à développer de la psychose. Tu vas perdre la raison. Tu vas développer une cardiopathie hypertensive. Tu vas développer un syndrome coronarien. Tu vas développer une dépression, un diabète. Voilà la médecine 5 étoiles. C'est l'intelligence émotionnelle et c'est la recherche des étiologies des maladies. Ok? Si tu n'es pas arrivé à ce stade où tu peux répondre par le silence, ne le fais pas. Réponds. Tu réponds d'une façon brutale, réponds. Et va voir ton médecin. Et si ton médecin te dit non, il ne fallait pas répondre ainsi, tu reviens chez la personne, tu lui dis je suis vraiment désolée. J'ai vu mon médecin et il m'a dit qu'il ne fallait pas répondre ainsi. Mais on peut résoudre le problème de cette façon ou de cette manière. Ok? Si tu réponds à quelqu'un et tu as l'impression que tu es faible, que tu es peureux, ce n'est pas la fin du monde. Tu réponds, tu t'exprimes. Et tu vas partir chez ton médecin psychologue, ton psychologue ou ton médecin psychiatre, et tu vas lui dire, s'il vous plaît docteur, je me sens faible. J'ai voulu répondre, je me suis exprimée, mais la personne en face m'a pris pour quelqu'un de peureux, m'a pris pour quelqu'un de faible. Et ça me tue. J'ai l'impression que je suis étouffée, c'est honteux. J'ai un sentiment de honte qui me tue. Ok? Je suis incapable. Sois honnête avec toi-même. Ok? Parce que la vie est très courte. On va tous mourir. Ne donne pas une grande importance aux gens. Les gens, déjà, ils ne savent même pas s'ils sont malades ou pas. On ne vit pas pour les gens. Il faut être honnête, il faut être clair. Il faut dire à quelqu'un, je t'aime. Quand dans ton cœur, tu as un sentiment, tu le dis. Si ce n'est pas vrai, tu vas demander à ton psychiatre. Le psychiatre n'est pas là pour traiter les fous. Et même les fous doivent être respectés. Les psychiatres sont là pour te montrer comment est-ce que tu peux avoir une forte personnalité. C'est-à-dire une personnalité équilibrée. La forte personnalité, la forte confiance en soi ne veut pas dire crier, monopoliser, terrifier les gens, être arrogant. Non, c'est pas ça. C'est bien loin de ça. La confiance en soi, c'est de pouvoir être honnête avec toi-même, être clair avec toi-même. Tu as mal, tu dis j'ai mal. Tu n'aimes pas quelque chose, tu dis je n'aime pas. Tu ne sais pas comment le dire, tu apprends à le dire.
tu veux apprendre à le dire, mais ça marche pas, première fois, deuxième fois, troisième coup, quatrième coup, pas grave. On est tous passés par plusieurs étapes, par des escaliers pour arriver à un certain niveau. Et on se sent toujours faible. C'est normal de se sentir faible, c'est pas la fin du monde. Vous voyez? Donc, premièrement, il faut apprendre à s'exprimer. C'est ton droit et c'est ton devoir. Tu dois t'exprimer, sinon tu vas t'exploser, ok? Bien. Les choses qui torturent, les choses qui tuent. Il y en a plusieurs. Aujourd'hui, on va parler juste de sentiment de culpabilité. Il y a la déception. Pour ne pas être déçu, il faut diminuer les attentes. Ok? Il ne faut pas avoir de la dépendance affective, intellectuelle et financière. Donc, plus tu réduis la dépendance, plus tu traites la dépendance, tous les types de dépendance, plus tu réduis le risque d'être déçu. Tu es déçu parce que tu attendais quelque chose, tu expectais, tu attendais quelque chose. Il faut pas attendre des choses de quelqu'un. Bon, nous les musulmans, on croit à un truc très important, c'est que je n'attends rien de personne à part le Dieu. Je demande au Dieu, je prie le Dieu, ok? Si ça marche pas, c'est qu'il y a une leçon, il y a quelque chose de très sage il y a une leçon que je dois apprendre, ok? On admet. En médecine, il faut admettre, et en islam, il faut admettre. Et en même temps, il faut faire un effort quand même, parce que tu ne dois pas rester comme ça paresseux et continuer à procrastiner et de prier le Dieu pour qu'il change ta situation. C'est pas normal. Tu dois faire un effort quand même. Vous voyez? Donc, les choses qui tuent, c'est la façon de voir les choses. Si tu continues à blâmer les gens, à reprocher les gens, tu vas détruire ta vie et non pas ta santé. Parce que les gens ne sont pas responsables de ce qui t'arrive. C'est une idée, c'est une théorie, c'est une mentalité, c'est une culture de misère. C'est la culture des misérables. Les misérables sont comme ça. Ils sont là pour tout critiquer, critiquer la loi, critiquer le pays, critiquer les gens, critiquer les non-musulmans, critiquer tout le monde. Alors ces gens-là vont détruire leur vie. Pour ne pas détruire sa vie, il faut arrêter de critiquer les gens. Il faut arrêter de blâmer. Il faut arrêter de responsabiliser. Il faut arrêter de culpabiliser. Ça ne marche pas. Ça ne sert à rien. C'est du n'importe quoi et ce n'est pas intelligent. Et tu n'as pas raison en plus. Si tu es là pour reprocher tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que tu reproches à tes parents. Donc tes parents n'ont pas été à la hauteur pour toi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut partir chez ton psychiatre et lui dire « Bonjour docteur, il y a une doctoresse qui nous a dit que si tu reproches tout le monde, cela veut dire que peut-être que tu t'es pas encore réconcilié avec ton enfant intérieur et que peut-être tu veux reprocher tes parents. Tu avais un parent injuste, un parent agressif, un parent manipulateur, un parent toxique, un parent dominateur, un parent Dieu, un parent voleur d'enfance. Ok? Les parents voleurs d'enfance, c'est une catastrophe. Si vous voulez, un autre jour, on peut traiter ça. Donc, si toi, au fond de toi, et inconsciemment, tu as envie de reprocher beaucoup de choses à tes parents, bah arrête de montrer ça aux gens. Parce que les gens qui sont bien cultivés sur ce plan-là, automatiquement, lorsque tu vas te reprocher tout le monde, ils vont sur le champ comprendre que tu as un problème d'enfance. Ok? Ces gens qui comprennent ça, en général, ils sont très gentils. Ce sont les médecins, ce sont les gens bien cultivés et tout. Donc, ils ne vont pas te vexer, ils ne vont pas te dire « va traiter ton enfant intérieur ». Ok? Mais ils le savent. Donc, ce qui est très intelligent dans l'éducation, c'est de traiter les choses avant que ça soit très clair aux gens. Par exemple, je vais vous dire un exemple très simple. Tu peux partir déposer ta candidature pour travailler dans je sais pas moi, dans un établissement très très important et qui nécessite beaucoup de compétences, beaucoup de soft skills, beaucoup un bon savoir-être. Et puis, tu as été refusé.
toi, tu as l'impression que tu as bien répondu. Bon, tu as répondu à toutes les questions. Tu étais là, brillant. Vraiment, tu as répondu juste à toutes les questions. Mais tu n'as pas été retenu. On ne t'a pas accepté, on ne t'a pas recruté. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand problème dans ton enfance qui a été manifestement euh, exposé durant ton entretien. Vous avez déjà entendu parler des tests psychotechniques? Vous avez déjà été appelé à passer un entretien ou un concours où il y avait plusieurs personnes, il y avait une personne qui ne parlait pas, silencieuse. Bon, peut-être que c'était un psychiatre, peut-être que c'était un psychologue. Donc, s'il y a un psychiatre qui te voit comment, qui faisait très attention, qui observait, qui analysait ta façon de parler, alors là, on va ouvrir une grande parenthèse. Ok? Une grande parenthèse, c'est l'inspection. Comment est-ce qu'on peut détecter des problèmes de santé psychique mentale ou même physique, rien qu'en observant et qu'en analysant, rien qu'avec les yeux, c'est-à-dire rien qu'avec mes yeux, je peux détecter des problèmes de santé. Ok? Alors, je vais répondre à vos commentaires parce que je ne regardais pas les commentaires. Hum, hum, hum. Je vous encourage, docteur, à publier un livre sur vos retours des expériences de la situation mentale. Oh, merci beaucoup, Sidi Mehdi. C'est très, très encourageant de votre part. Des Marocains, oui. Si tu n'as pas été offensant, ne culpabilise jamais. Trop d'amour tue l'amour. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Lalla. Alors, on allait ouvrir une parenthèse qui parle de comment reconnaître les problèmes de santé ou plusieurs problèmes de santé, rien qu'avec la vision, qu'avec l'inspection. Par exemple, tu passes un entretien. Devant les jeux, tu es comme une petite balle de tennis, ok, qui circule entre ces gens-là, ok. Et tu as un monsieur ou une dame silencieuse qui ne fait que te regarder, que t'observer. Ça peut s'agir d'un psychiatre ou d'un psychologue, ok? Donc, qu'est-ce que je peux retirer comme information, rien qu'en regardant? Vous parlez de quoi? Alors, on parle de la gentillesse. Combien c'est important de doser la gentillesse et combien c'est important de arrêter de culpabiliser les gens, de responsabiliser les gens et surtout de reprocher aux gens le fait de ne pas vous avoir accordé la même dose de gentillesse, la même dose de disponibilité, la même dose d'amour, ok, d'une façon mutuelle. Il y a beaucoup de gens qui te disent, moi je t'ai aimé, pourquoi tu m'as pas aimé? C'est pas un crime. Moi j'ai sacrifié mon temps pour toi, pourquoi tu le fais pas pour moi? Non, tu dois pas tu dois même pas penser ainsi, ok? Très bien. Alors là, on est arrivé à un point très important, Madame Sana, c'est de mettre, c'est d'avertir et de sensibiliser les gens sur un point qu'il y a des gens bien qui, il y a des gens qui ont beaucoup d'expérience et qui peuvent comprendre que tu as un problème d'enfance à partir de ton caractère. Et avant de passer au caractère, aux réactions, on peut détecter plusieurs problèmes de santé d'enfance ou psychologiques ou d'ordre mental, rien qu'en inspectant les gens, rien qu'en regardant les gens. Ok? Bien, je vais partager quelques exemples. Alors, quand je vois quelqu'un, par exemple, les psychiatres. Salutations à tous les psychiatres. Il y a des signes très importants qu'on voit pratiquement chez tous les gens qui ont une psychose, qui ont un problème psychico-mental, ou les deux. Par exemple, le choix des couleurs. Premièrement, le choix des couleurs. De loin, gestuelle, regard, position, bravo. Alors, je vais vous donner des détails, vous allez être étonnés. Premièrement, le choix des couleurs. Vous savez très bien que dans les bonnes manières, chez les gens très classe, très chic, très élégants,
ou chez les gens qui font un petit effort pour être chic, ok? Être chic, ça ne veut pas dire être riche, ok? Il y a beaucoup de gens qui font un petit effort pour au moins réussir un mariage de couleur. Alors, parlons du mariage de couleur. J'ai choisi 2 couleurs. J'ai acheté plusieurs couleurs de laine, plusieurs couleurs. Et je suis en train de préparer les petits chapeaux que je prépare pour mes patientes, pour mes petites patientes, les petits poussins. Et j'ai choisi une couleur que j'ai adorée. J'arrive même pas à la nommer. Demain, Inch'Allah, je vais publier la photo. Et j'ai voulu marier 2 couleurs. Je ne sais pas est-ce que ça va marcher ou pas, mais j'ai trop aimé. Je ne sais pas si c'est caramel, si c'est marron, je ne sais pas comment ça s'appelle. Alors, bon, ferme-moi la fenêtre, c'était juste un petit truc que j'ai voulu partager avec vous. On parlait du maillage des couleurs. Quand tu vois quelqu'un de loin, des fois les gens savent très bien marier les couleurs et des fois ils ne savent pas comment le faire, très bien. Mais des fois tu vois des gens qui portent tout, vraiment tout en une couleur. C'est-à-dire la chemise, par exemple, la chemise bleue, les pantalons bleus, les chaussures bleues, les chaussettes bleues, le chapeau ou serre-tête en bleu, bracelet en bleu, le sac en bleu, ceinture en bleu. Est-ce que c'est normal? Répondez-moi s'il vous plaît. Est-ce que c'est normal? Ou en jaune ou en orange On n'est pas encore arrivé aux couleurs flagrantes comme les couleurs électriques. Est-ce que c'est normal de tout porter, vraiment de sortir tout en bleu ou tout en rose ou tout rose? Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous pouvez faire ainsi? Une personne en bleu, c'est une personne très analytique. Mais elle est toute bleue. Même les chaussettes. Même le débardeur, par exemple. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est joli? Ok. Est-ce que c'est joli? C'est pas joli, ok? Et surtout quand tu vois quelqu'un qui porte quelque chose de coûteux. C'est-à-dire, elle n'a pas de problème financier, mais elle veut tout porter et veut que ça soit tout bleu. Alors, pour moi, je pense que c'est pas normal. Alors, d'accord? Un autre exemple de couleurs, les couleurs flagrantes, les couleurs électriques. Des couleurs vraiment qui font mal aux yeux. Qui normalement doivent être pris par les sapeurs-pompiers, par les gens qui travaillent et qui font des travaux publics. Vous savez, on porte en général des couleurs qui attirent l'attention des gens pour qu'elles ne soient pas renversées par des voitures. Est-ce que vous avez compris de quoi je parle? Bon, oui, il faut marier les couleurs. Très bien, je vais vous donner un autre exemple juste en rapport avec les couleurs. Les couleurs des cheveux. Quand tu vois quelqu'un, par exemple, avec des cheveux verts, est-ce que c'est normal d'avoir des cheveux verts? C'est pas normal. Donc rien qu'en regardant, qu'en apercevant les couleurs, tu peux avoir une idée. Tu ne peux pas mettre le diagnostic, mais tu peux savoir que cette personne ne va pas bien. Ok? Moi, je veux juste attirer votre attention. Ne faites pas un grand effort mental pour répondre. Ok? Ça choque. Bravo. J'ai trop aimé ça. Bonsoir, Lella. Très bien. Maintenant, on est juste en train d'attirer votre attention sur l'importance de l'apparence. Ok? Donc, les couleurs, il y a plusieurs exemples. Bon, les exemples me sont échappés maintenant. Par la suite, nous avons la façon de marcher. Très bien. La façon de marcher peut même t'inquiéter. Par exemple, maintenant, je suis tranquille dans un jardin et puis il y a un monsieur qui marche d'une façon bizarre, qui regarde à droite et à gauche, qui est perturbé, ok? Donc c'est inquiétant. Ça ne veut pas dire qu'il est malade,
Mais moi, puisque j'ai une expérience, une modeste expérience, et puis je suis déjà passée par le service de psychiatrie 36 en tant que stagiaire et non pas en tant que patiente, Dieu merci. Bah, sinon, alhamdoulilah, ala ay hal, li jaba Rabbi wa rahma. Alors, la façon de marcher est très importante. La posture. Il y a des gens qui veulent attirer l'attention des gens. Il y a des gens qui ont l'impression qu'ils sont invisibles. Donc, un enfant invisible, quelqu'un qui a toujours souffert de ça, ça peut retentir sur son comportement et même sur la façon de marcher dans la rue de plusieurs aspects. Par exemple, tu peux avoir un enfant invisible qui, à l'âge adulte, va devenir très timide, qui a même un sentiment d'infériorité, comme tu peux avoir un enfant invisible qui, à l'âge adulte, est devenu arrogant, il veut ridiculiser les gens, il veut dévaloriser les gens, il ne veut pas passer inaperçu, il veut vraiment écraser tout le monde pour qu'il soit le top, ok? Donc il y a une multitude d'évolutions selon plusieurs paramètres, ok? C'est à votre psychiatre de vous expliquer ça. Alors, moi, rien qu'en apercevant quelqu'un, rien qu'en regardant comment il marche, je peux très bien m'inquiéter et me dire « Oh mon Dieu, ce monsieur ou cette dame, vraiment, elle va me casser la tête. Je ne veux pas prendre mon café avec elle. » Même si on est dans une réunion, même si on est dans un congrès, même si on est dans une cérémonie, même si on est dans un événement très important, la façon de marcher peut très bien te pousser à décider de couper et d'empêcher tout type de lien, d'empêcher l'établissement de tout type de lien avec cette personne. C'est important. Alors, est-ce que vous avez commencé à comprendre l'importance de l'inspection? C'est-à-dire, les gens qui te regardent n'ont pas besoin de te parler pour décider de ne pas te parler, de ne plus t'adresser la parole. On est toujours dans l'inspection. Un autre détail, l'haleine, l'odeur. Si tu ne prends pas ta douche, ok, pour les gens déprimés, c'est important de savoir ça, il faut prendre sa douche. Que tu sois déprimé, que tu ne vas pas bien, que tu n'as pas bien, qu'il t'arrive ce qu'il t'arrive, tu dois comprendre que c'est important, que la propreté est importante. Tu souffres, les gens ne comprennent pas ça. Moi, quand je vois quelqu'un qui n'a pas pris soin de lui pendant plusieurs jours, je peux dire que c'est quelqu'un de déprimé, il va voir un médecin. Parce que c'est visible, quand la personne n'a pas la culture de la propreté, il y a une différence entre les gens qui n'ont pas cette culture de propreté, c'est-à-dire il va très bien dans sa tête, ok, mais il ne veut pas prendre la douche. Pourquoi? Parce que ce n'est pas obligatoire de prendre la douche 2 fois par jour. Pour lui, ce n'est pas important. Et par contre, il y a d'autres personnes, pour moi c'est visible, pour moi c'est clair, que ce sont des gens qui ont cette culture de propreté, mais ils passent par des moments difficiles, par une crise, par une dépression, et le déprimé, le pauvre, il n'est même pas dans ce monde, il souffre, il a du mal à continuer à exister, il a une anédonie, il a perdu toute sensation de plaisir, toute possibilité de sentir le plaisir, le moindre plaisir. Donc il faut avoir la gentillesse de ne pas juger les gens. Il faut déjà arrêter cette culture, je pense que c'est une culture misérable et affreuse de juger les gens. Vous n'avez même pas le droit de juger. Il est sale, ok, je n'étais pas obligé de faire l'amour avec lui, je n'étais pas obligé de faire la fellation. Il est sale, c'est son problème à lui. Mais quand tu viens travailler chez moi et que tu es sale, je ne vais pas accepter. Parce que tu es déprimé pour moi. Je vais mettre un jugement très gentil, je vais me dire, vous êtes déprimé, donc vous devez voir un psychiatre. Pourquoi? Parce que en discutant avec ton médecin généraliste d'abord, déjà, avant de voir le médecin généraliste, tout le monde prend sa douche. Même les gens qui ne prennent pas leur douche régulièrement, en général, ils prennent leur douche. Ok?
Mais quand tu ne prends pas ta douche et que tu pars chez ton médecin, cela veut dire deux choses. Soit que tu n'as jamais appris à te laver, soit que tu es déprimé. Si tu es déprimé, le médecin généraliste, en te regardant, en t'observant, en analysant ton apparence, il va oser approfondir l'interrogatoire et découvrir ou diagnostiquer ou soupçonner une maladie psychique comme la dépression. Il va t'aider à comprendre d'abord ta maladie et tout. Il va te donner des médicaments, il va t'expliquer que ça demande du temps, c'est-à-dire 2 à 3 semaines pour toucher l'amélioration ou le début d'amélioration. Il va tout expliquer et tu vas comprendre que tu es malade, gentiment, tranquillement, discrètement et surtout professionnellement. Mais une personne bien cultivée et qui sait très bien, qui a une grande expérience dans la vie, il ne va pas se casser la tête à te faire tout ça. Parce que ce n'est pas ton papa, ce n'est pas ta maman. Alors il faut arrêter d'attendre la gentillesse des gens. Parce que on n'est pas vos parents et les gens ne sont pas nos parents. Moi, je n'attends pas la gentillesse des gens. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas mes parents. Ok? Ça me fait plaisir que les gens soient gentils avec moi. Ça me fait énormément plaisir. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la fin du monde. Ok? Donc, toi, dans ta tête, tu dois savoir que les gens ne sont pas des médecins. Et même les médecins ne sont pas obligés d'être en relation avec toi, si tu es malade. Parce que le médecin n'a pas le droit d'avoir des relations d'amitié avec les gens malades, sinon il va se suicider. Les gens de la police, les gens de la gendarmerie, les grands chefs de l'État, les grands chefs, les gens qui ont de très grands postes de stress, de responsabilité, n'ont pas le droit d'avoir des amis malades sur le plan psychique, sinon ils vont se suicider. On a une profession où on a des professions différentes selon le cas, selon les gens, selon la profession de l'individu. On a des professions très difficiles et qui nous exposent à un risque de stress important. Par exemple, aujourd'hui, j'ai vu une dame qui a 2 problèmes. Un kyste rénal et un kyste rénal avec un fibrome utérin. Elle nécessite une prise en charge multidisciplinaire. En plus, elle a un problème de santé psychique. Elle est mal suivie parce qu'elle ne voit pas régulièrement son psychiatre. Beaucoup de problèmes. Donc, une dame qui a beaucoup de problèmes, pour moi, ça me stresse. Alors, j'ai choisi des couleurs pour faire de la chromothérapie. Ça me fait énormément plaisir de regarder la laine, de tricoter. Pourquoi? Pour me débarrasser de cette toxicité, de cette énergie négative. Donc, si j'ai un partenaire toxique qui m'insulte, qui me traite mal, qui ne fait pas l'amour avec moi, donc vraiment, ça va me tuer. Gardez toujours ça dans l'esprit. Il y a des professions qui n'ont pas le droit de se marier ou d'avoir une amitié, une relation d'amitié avec les gens toxiques ou avec les gens misérables ou avec les gens qui pleurnichent ou avec les gens qui font la victime. Donc, les gens qui ne veulent pas être en relation avec toi ne sont pas méchants, ce sont des gens qui s'aiment. Quand on arrive à un stade où on s'aime vraiment, réellement, d'une façon très optimale, c'est-à-dire on n'est pas des narcissiques, on a le droit de protéger notre cœur. On a le droit. Alors, il y a des gens qui, pour toi, sont des gens méchants, mais il faut savoir que toi, tu as une apparence qui les a poussés à te considérer comme étant une personne toxique, une personne misérable. Donc, arrêtez de faire le misérable, arrêtez de faire la victime, arrêtez de pleurer, arrêtez de critiquer, arrêtez d'avoir peur, arrêtez d'exprimer votre peur, arrêtez d'être paranoïaque, arrêtez d'accuser, parce que ainsi vous allez être toxique. Tout le monde va vous laisser seul, tout le monde va... Bon, les gens qui sont gentils, ils vont te dire non, je suis désolée, je ne peux pas rester avec toi. Elle peut t'aimer, mais elle va te dire non, je ne peux pas rester avec toi. Oui, je t'aime. Tu es magnifique, merveilleux, je ne sais pas moi, tu es beau, je t'aime, vraiment je t'aime, mais tu vas me tuer, tu es très toxique, mon Dieu, mais tu es très négatif, tu es bourré d'énergie négative, mais je ne peux pas supporter ça. Moi, je veux de la joie, c'est mon droit, ok? Tu vas me dire non, il y a des hauts et des bas, oui, mais toi, il n'y a que le bas. Ne restez pas dans des relations misérables. Sauf si vous avez un syndrome du sauveur. Le syndrome du sauveur, déjà, c'est une maladie. Est-ce que vous avez touché ce que je veux dire?
tu es gentil, ok, tu crois que les gens ne sont pas gentils. Non, ce ne sont pas des gens méchants, non. Arrête de considérer les gens comme étant moins gentils que toi. Tu es gentil, tu veux que tout le monde soit Mère Teresa, c'est pas normal. Les gens ne sont pas tes parents. Il faut résoudre les problèmes que tu as avec tes parents. Si tu n'arrives pas à résoudre le problème que tu as avec tes parents, si tu n'arrives pas encore à pardonner tes parents, tu ne pourras jamais guérir et tu ne pourras jamais jouir de la vie et de la beauté de la vie. Ok? Tu dois pardonner tes parents. Et si tu es incapable de pardonner tes parents, et c'est très normal, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas pardonner, mais il ne faut pas se venger. Il faut partir chez le psychiatre et lui dire: docteur, s'il vous plaît, j'ai entendu une doctoresse dire que si je ne pardonne pas mes parents, je ne peux pas avancer. Mais elle nous a dit que si tu ne peux pas les pardonner, ne les pardonne pas, mais au moins ne sois pas agressif, ne les attaque pas, n'essaie pas de te venger. Va voir un psychiatre rapidement et dis-lui: s'il vous plaît docteur, s'il vous plaît monsieur le psychiatre, aidez-moi à pardonner mes parents. Ok? Aidez-moi, je veux les pardonner correctement. Je ne veux pas les pardonner et après 2 jours, après 1 mois, après 1 année, je vais tout remâcher, tout remastiquer. Voilà le problème dans la médecine. Je ne parle pas de la psychiatrie, hein, ce n'est pas mon domaine, je parle de la médecine générale. C'est-à-dire, voilà le diabète, voilà l'hypertension artérielle, voilà les fibromes, voilà l'hyperthyroïdie, voilà les dysthyroïdies comme ça. Voilà les maladies idiopathiques, on les nomme maladies idiopathiques ou d'origine idiopathique. C'est-à-dire quoi, idiopathique? C'est-à-dire qu'on ne connaît pas la cause. Point. À la ligne. Mais quand tu as des maladies en médecine qui n'ont pas de cause, c'est-à-dire que le stress est le premier qui est incriminé. Pourquoi? Parce que dans plusieurs pathologies comme les cancers, nous avons une composante génétique, c'est-à-dire un problème génétique, c'est-à-dire des mutations, des modifications d'un gène responsable de tout ça. Et cette modification est due au stress ou à l'exposition à une substance X. D'accord? Donc, puisque le stress, c'était une partie de ma thèse par rapport aux tumeurs de l'ovaire, puisque le stress peut changer l'ADN et l'ADN m'expose, et ce changement d'ADN peut m'exposer au risque de cancer, c'est-à-dire que le stress est quelque chose à gérer. C'est sérieux, c'est important. C'est sérieux, sérieux ça veut dire dangereux en médecine. Vous voyez? Donc enfin, là, on a commencé à comprendre. Je ne vais pas m'attarder sur l'inspection, mais on peut traiter ça ultérieurement. On va fermer la petite fenêtre de l'inspection. Et je pense que vous avez tous compris qu'il y a des gens qu'à partir, grâce à l'inspection, ils peuvent te juger, ils peuvent te considérer comme étant une personne malade. Ils ne veulent plus de toi. Et toi, tu vas toujours te dire: non, encore une fois, c'est le temps.